Entre les vignes, cette semaine, je vous emmène en Bourgogne pour rencontrer Françoise Feuillat-Jouillot, une viticultrice passionnée. Puis nous irons à Saint-Martin-le-Beau pour visiter le domaine flamand de Le Temps. Et comme chaque semaine, vous retrouverez Olivier, votre chef, et Guilherme, votre sommelier. Vous découvrirez également le no-tourisme à la cave Ackermann à Saumur. Et pour tout ce qui concerne le vin, n'hésitez pas à poser vos questions à Jacques Legros de terreetvigne.com. Bonjour, alors moi je voulais savoir quelle était la différence entre une cuve et une barrique. Alors monsieur, commençons si vous le voulez bien par la cuve. La cuve, c'est cet immense réservoir dans lequel on déverse le raisin au moment de la vendange et qui va vivre le début de l'élevage et de la transformation du raisin et du jus de raisin en vin. Souvent, on a trois matériaux pour ces grandes cuves, ces grands cuviers, vous savez, qu'on aperçoit. C'est souvent l'inox aujourd'hui. Chacun a ses qualités et ses défauts. L'inox est hygiéniquement parfaite, mais elle subit des changements de température plus vite que d'autres matériaux. Il y a le ciment aussi. Le ciment est très bien sur un plan hygiénique, c'est plus compliqué à nettoyer l'intérieur d'une cuve en ciment, mais en revanche, les échanges de température avec l'extérieur se feront plus lentement, donc seront plus faciles à gérer. Et puis après, il y a le bois qui est un peu la cuve de luxe, avec là aussi des échanges assez compliqués à gérer. Et c'est là où évidemment tout l'art du vigneron intervient. Alors dans ces cuves sont aujourd'hui de plus en plus souvent régulées automatiquement par un système qui maintient le vin à température constante et à la température en tout cas idéale pour accompagner la transformation du jus de raisin en vin. Alors voilà en gros pour les cuves qu'on voit souvent dans des grands chais, vous savez, ces grandes cuves inox qui sont alignées, voilà. Les barriques, c'est autre chose, c'est une autre phase dans l'élevage du vin. Quand le vin est sorti de la cuve, après avoir fait des remontages, des pigeages, parce qu'il faut que les parties supérieures, le mou, soient entraînées dans la cuve pour que les peaux de raisin donnent leur couleur au raisin. Donc, en plus, les cuves permettent tout un travail aux vignerons au début de la vendange. Après, quand tout ce travail est fait, on met le vin dans des barriques. Les barriques, ce sont des barriques en bois, sur les tonneaux, comme on dit, ce sont des fûts. En général, et pas en général, c'est toujours du chêne. Et en général, c'est du chêne de la forêt de Troncey, qui est un des plus nobles. Il y a aussi des chênes d'autres provenances qui sont très bien. Il faut savoir que chaque barrique est signée d'abord, chaque marque de barrique a ses spécificités et chaque barrique est signée de celui qui l'a faite. Donc on est vraiment sur un travail d'orfèvre et à l'intérieur de cette barrique, il va y avoir un échange entre les tanins du vin, les tanins du bois, une évaporation qui va donner la part des anges dont on a déjà parlé, etc. Mais ce bois va apporter lui aussi de sa couleur, de ses saveurs au vin. Alors point trop d'infos, le risque c'est qu'il y ait trop de bois dans le vin et ça donne des vins trop boisés. Personnellement je ne les aime pas. Il y a eu une mode comme ça de vin très boisé, on mettait même à une époque des copeaux dans le vin, des copeaux de bois pour le boiser encore un peu plus. Et c'est pour ça qu'on utilise des barriques neuves, des barriques de 1 ou 2 vins, pour atténuer ces échanges entre le bois et le vin. Voilà la fonction de la barrique, c'est une fonction qui précède juste la mise en bouteille, la commercialisation. Le domaine Feuillat-Jouillot s'étend sur 14 hectares et est situé à Montagny en Bourgogne. Françoise Feuillat-Jouillot est issue d'une famille de viticulteurs de génération en génération. Et vous verrez que c'est une femme passionnée qui allie science et sens au féminin pour produire ses vins. Après 3 ans passés à Paris, j'ai eu comme un appel de la Bourgogne et je me suis dit qu'il fallait que, je devais revenir ici, c'était ma place, je voulais revenir absolument en Bourgogne et créer mon propre domaine. J'aime la terre, j'aime ce métier de partir d'un cep et d'arriver à une bouteille, de faire déguster mes vins, le plaisir que ça peut apporter à des clients, à déguster des vins en mangeant des bons plats. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Moi, je suis fille de viticulteur, disons issue d'une famille vraiment de viticulteurs de génération en génération.
Mon arrière-grand-père était viticulteur, mon grand-père et mon père. Et moi, c'est un domaine que j'ai créé en 89. Et en 13 ans, nous avons planté 4 hectares de vignes. Donc nous sommes passés de 8 hectares à 12 hectares. Et nous avons commercialisé, il avait commencé à 5000 bouteilles. Et nous sommes passés en 13 ans plus tard à 60 000 bouteilles. Alors moi, je cultive la vigne en mode de lutte raisonnée, c'est-à-dire qu'on intervient lorsqu'il est nécessaire d'intervenir. Alors tout d'abord, je travaille les sols pour vraiment que la plante s'exprime le mieux possible. Et au niveau des traitements, eh bien, on est en mode de lutte raisonnée. Ça donne plus je pense que c'est pour les vins, ça donne plus de complexité au vin. Le travail de la vinification, oui, c'est un travail qui me plaît, qui me passionne. C'est que chaque année, on a des raisins qui arrivent et chaque année, c'est un travail différent. Chaque année, c'est un peu comme un peintre qui fait un tableau. Chaque année, on sait que ce ne sera pas comme l'année d'avant et on déguste et on décide de ce qu'il faut faire, ne pas faire sur le millésime qu'on est en train de vinifier, qu'on est en train d'élever. Et après, en finale, il y a un vin, on met en bouteille et on offre, on déguste, on fait partager tout notre travail à des gens passionnés aussi de vin. Et ça, c'est vraiment un côté qui me passionne. On travaille les lits, on effectue des bâtonnages. Et donc on laisse 8, 10 mois, voire 12 mois sur un millésime comme 2010. On a fait des élevages un petit peu plus longs. C'était au départ un millésime avec une belle acidité, donc pour donner un côté plus rond, plus gras, on a fait des élevages un petit peu plus longs. Je travaille sur le côté élégant, sur le côté fin. Je fais des vins qui vont durer dans le temps. Ce ne sont pas des vins, on va dire, il y a beaucoup de matière, mais c'est des vins qui sont assez fins sur l'élégance. Après ce petit séjour en Bourgogne, on retrouve notre sommelier préféré, Guilherme, qui va nous parler aujourd'hui d'un cépage, le chardonnay. Exactement. Je trouvais ça important de revenir un peu aux bases et de parler de l'essentiel qui est quand même le chardonnay. Le chardonnay, pour le côté un peu historique, bon, déjà c'est un cépage blanc français. La légende dit que ça a été ramené par les croisés, mais une étude américaine a prouvé que ça venait d'un croisement du pinot noir et du gouais. Pour le côté un peu épicurien, ça vient de la famille des noiriens, si tu veux tout savoir. Ah, tu m'apprends quelque chose. Donc c'est un cépage qui est très développé. Tu parlais de la Bourgogne juste à l'instant. C'est le cépage de prédilection pour la Bourgogne. C'est ça. Tu saurais me dire d'autres régions aussi, on le retrouve un peu en France? La Champagne. Oui. Et la Loire. Alors la Loire, exactement, mais tu as aussi le Jura et le Languedoc, pardon. Je reviens pour le champagne, à noter que quand tu vois une bouteille de champagne avec écrit blanc de blanc... C'est que du chardonnay. Exactement. Ouais. Pourquoi? Parce que ça vient du cépage blanc. Et donc c'est du jus blanc de raisin blanc, d'où le blanc de blanc. Il a eu une croissance énorme, si tu veux, depuis quelques années. Tu le retrouves aussi donc, à l'étranger. Ouais. Californie, Chili, Nouvelle-Zélande. Oui, peut-être encore l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, aussi en Australie. Ah voilà, oui. Tu le retrouves en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Tu as de très bons rendements, il s'adapte assez bien aux différents types de sols. Il a quand même des sols de prédilection qui sont des sols plutôt d'argile, de calcaire, ou encore qu'on appelle une marne, qui va refléter justement tous ces arômes et ça va se ressentir dans la texture. Parce que quand tu vois, ne serait-ce qu'en Bourgogne, on parle très souvent des grands vins blancs de Bourgogne, tu vas pouvoir faire une nette différence entre une appellation du type Meursault,
qui va avoir des arômes un peu plus de noisettes, d'amandes, une texture un peu plus grasse. Alors que tu vas un peu plus dans le sud, près du Beaujolais, sur par exemple un Pouilly-Fussé, où là tu auras quelque chose d'un peu plus sec, un peu plus, qu'on dit aussi, tendu. Donc c'est un cépage qui s'adapte aussi très bien. C'est pour ça qu'il a connu un réel essor, pour te donner un peu une idée. Donc c'est le deuxième cépage le plus utilisé en France. Et puis en plus de ça, dans les années 50, il représentait à peu près 7000 hectares d'implantation, et maintenant il représente plus de 30 000 hectares. En France? En France. Donc, si tu veux, c'est vraiment un super cépage en termes tu peux aussi bien réaliser des vins blancs secs, des vins effervescents, des vins moelleux, liquoreux. Donc c'est un cépage plein et qui a connu sa réputation comme ça, par vraiment sa gamme aromatique. J'ai apporté différents bouteilles ou formats de bouteilles. Donc là, ça vient de Bourgogne. Là, tu saurais me dire? Chili? Exactement, c'est marqué dessus. Oui, oui. Et celle-ci, tu saurais me dire, sans lire l'étiquette cette fois? Je sais pas, le sud de la France. Le sud de la France. Languedoc? Languedoc, bien. Et là, donc, Champagne. Oui, ça se voit, la bouteille. Ouais. Exactement. Donc, pour revenir un peu sur les arômes que tu peux trouver dans le chardonnay, tu vas trouver peut-être des fruits frais, du type un peu d'acidité, un peu de pomme. Tu peux en retrouver un peu des arômes de pêche, de mangue. Des fruits secs, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, des amandes, des noisettes. Tu peux retrouver un peu d'épices aussi, du poivre, de la vanille. Et puis aussi ce côté très beurré. C'est vraiment typique à ce cépage. C'est le côté assez beurré et qui donne vraiment toute cette bonne gamme aromatique, si tu veux. Et puis en termes d'accords mets et vins avec le chardonnay, tu peux aller aussi bien sur des poissons simplement grillés, ou encore même des volailles. Tu peux des belles volailles avec un peu de tombée de girolles, un peu champignonnées pour ce côté un petit peu épicé, noisette et autres. Ça me donne faim, tout ça. Je te l'accorde. Et puis ou sinon sur la cuisine actuelle, la cuisine asiatique, de beaux sushis ou autres, il n'y a absolument aucun problème. Merci beaucoup Guilherme. Je t'en prie. Alors maintenant on part à Saint-Martin-le-Beau. Tu vois où c'est? Pas du tout. Alors c'est dans le centre de la France. Nous allons au domaine Flamand de Letang. Et Olivier Flamand est un vigneron artisan qui a repris le domaine viticole de son épouse en 2003. Je m'appelle Olivier Flamand, je suis vigneron artisan, j'aime bien cette dénomination. Nous avons repris ce domaine familial en 2003, le domaine vient du côté de mon épouse. Et moi je suis arrivé en 1981 pour m'installer avec la belle famille. Alors l'appellation Montlouis, c'est une petite appellation qui fait environ 400 hectares de vignes. On est environ 60 vignerons. Elle est située entre la Loire et le Cher, au nord-est de Tours. Elle bénéficie d'un microclimat. Si on regarde bien, les grosses dépressions, on va les avoir, mais les petites dépressions, orageuses notamment, on peut avoir par exemple 100 mm d'eau de moins qu'à Tours. Donc il y a vraiment un microclimat qui fait la caractéristique du Montlouis. Le cépage du Montlouis, c'est bien sûr le chenin, donc monocépage. Et avec ce terroir-là et ce cépage-là, on va pouvoir faire soit des bulles, des secs, demi-secs, moelleux, voire liquoreux, selon les millésimes. Là, nous sommes sur une des parcelles que j'affectionne tout particulièrement, c'est la parcelle des Petits Boulets, qui représente 1,72 hectare. C'est pour nous notre fer de lance. On serait, si on était dans des appellations classées, on serait ici sur des terroirs premiers crus. C'est une parcelle avec laquelle je vais faire mes secs. Et en fonction des millésimes, si l'année le permet et les tris, on va pouvoir faire le fameux liquoreux qu'on appelle l'or des Petits Boulets. Alors ici, vous êtes sur un terroir argilo-calcaire silex, avec du tuffeau en sous-sol, bien sûr, la roche-mère, le même roche-mère que l'on trouve dans nos caves. Et en surface, du silex,
qui apporte ce côté un peu minéral à nos vins. Le vin se fait dans la vigne. Vous avez des années faciles. Une année facile, vous allez avoir moins de travail, moins de traitement. La nature vous a gâté. Une année difficile, vous êtes obligé de traiter un peu plus souvent. La nature ne vous gâte pas. Et là où on peut rattraper l'année difficile, c'est en cueillant le raisin. Il faut savoir à ce moment-là faire le tri nécessaire, séparer le mauvais raisin du bon. Et quoi qu'il arrive, on arrive toujours à faire un vin qui est collé au millésime. Il ne faut pas chercher, je pense personnellement, il ne faut pas chercher à vouloir faire le même vin. Ça fait 30 ans que je suis vigneron, j'ai fait 30 fois des vins différents, c'est impossible. Alors on va retrouver la base, c'est normal, on a le terroir, on a le cépage, on va retrouver ce petit côté fruit qu'on a dans cette parcelle par exemple, mais il va être plus ou moins marqué selon les millésimes, et il faut suivre le millésime, il faut coller au millésime. Le métier de vigneron, c'est un métier où on apprend tous les ans, puisque c'est tout simple à comprendre. On n'a pas une seule année qui se ressemble. Donc la première qualité d'un vigneron, c'est de se remettre en cause chaque année. On quitte Saint-Martin-le-Beau pour retrouver Olivier, notre chef. Bonjour Laetitia. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai une bouteille de Bourgogne. Oui. Alors qu'est-ce que tu vas nous préparer avec ce vin? Alors un Bourgogne, c'est apparemment un pinot noir qui est sur le passe-tout-grain, donc un vin assez léger. Et donc j'ai choisi aujourd'hui de faire un petit filet mignon à la sauge. Voilà, avec des petites pommes de terre rates, cuites à l'eau tout simplement. Et donc un filet mignon bien cuit, rôti au beurre. Voilà, petite sauce à la sauge avec les petites pommes de terre. Et je pense que un petit pinot noir de Bourgogne, ça devrait bien aller. Donc pour les ingrédients, donc un filet mignon. Donc ça, avec ça, donc là il y a environ 350 grammes, 300 grammes. On dirait qu'on peut faire 2 personnes. Donc du beurre pour la cuisson, un oignon doux, des cévennes, parce que c'est plus doux. De la sauge, ramassée ou achetée dans le commerce. Et des petites rattes. Et un petit peu de crème, sel, poivre. Donc voilà, première chose, on lance les petites pommes de terre rates qui vont cuire 10 minutes, un quart d'heure dans l'eau salée. Et après on va s'occuper de faire en parallèle de faire la petite sauce à la sauge avec la crème et l'oignon. Donc là on va préparer la petite sauce à la sauge. Donc je vais émincer un oignon. Si tu veux bien me préparer les feuilles de sauge, ouais, tu me prends les plus jolies. Mais j'en mets combien? Tu en mets une bonne dizaine de feuilles. Ça sent bon. Pour faire la sauce, tout simple, un petit peu d'oignon émincé, un peu de crème, sel, poivre et la sauge. Donc on va faire dorer un peu les oignons d'abord. Et après on fera infuser la sauge. Donc là on a fait dorer les oignons 4-5 minutes. Et là on va rajouter donc tout simplement la crème. On va baisser un peu le feu. Et la sauge tout de suite aussi? Voilà, et les feuilles de sauge pour infuser. Je les mets? Ouais. Voilà, je pense que là on aura déjà quelque chose qui sera assez bien aromatisé. Voilà, on a mis 20 centilitres de crème pour une bonne dizaine de feuilles de sauge. Après il faut pas hésiter parce que là on va le mettre en cuisson doucement pendant 5 minutes pour laisser épaissir et que ça infuse. Et après rien ne nous empêche de justement à la cuisine, il faut goûter. Et voilà, parce qu'après si on le fait trop infuser, on peut avoir l'amertume du végétal. Et ce qu'on essaie d'éviter. Donc là on met le beurre à fondre. Après donc il faut bien l'assaisonner. Hein. Combien de temps à peu près de cuisson? Ça prend 5-10 minutes.
Ça a l'air très bon tout ça. Donc ouais, finalement, donc on a gardé un petit peu du beurre de cuisson des filets mignons, qu'on laisse au repos 3-4 minutes avant de passer au dressage. Et ça, au dernier moment, on va juste les colorer vite fait 2-3 minutes avec avec le reste du beurre de cuisson. Ça va les nourrir, ça va leur, parce que c'est vrai que les pommes de terre cuites à l'eau, bon, même si c'est des petites rates, si ça a un goût particulier, mais voilà, on va rehausser le goût avec le petit beurre de cuisson. Voilà. Donc là, les filets mignons ont reposé 3-4 minutes. On vient juste sortir les pommes de terre qu'on a juste redorées un petit peu avec le beurre de cuisson. Et on a la sauce à la sauge où on a enlevé la plupart des feuilles. On a gardé juste une ou deux. On va faire une petite déco pour montrer que c'est... Voilà, avec l'extrémité de la sauge pour montrer aux gens que c'est de la sauge. Bon, Olivier, je vois que tu fais des efforts au fur et à mesure pour le dressage. Il est très beau celui-là. Bon, merci, on essaie de s'affiner. Donc on voit bien que voilà, une petite recette, ça, en une demi-heure, 40 minutes, pour 4, 5, 6 personnes, jusqu'à 8, on peut facilement s'en sortir en 40 minutes. Filet mignon, sauce à la sauge, petite rate juste bouillie, après reprise dans le beurre de cuisson du filet mignon. Et nous n'avons plus qu'à nous servir un petit verre de Bourgogne, avec ce petit pinot noir, et il n'y a plus qu'à se régaler. Merci beaucoup Olivier. Je t'en prie. Maintenant on part dans le Val-de-Loire, à Saumur plus précisément, où la cave Ackermann vous accueille pour une visite fascinante avec une exposition permanente qui retrace la vie de la maison. Bon voyage. On est vraiment dans un lieu historique là, alors qu'on vient d'essayer de commencer à mettre en valeur, mais qui devrait être encore mis plus en valeur parce que c'est vraiment là que tout a commencé, quoi. C'est par là que sont rentrés les ouvriers pour travailler dans ces caves, et c'est de là que sont sortis les vins d'Ackermann. On a voulu mettre en valeur ce patrimoine historique de la maison et donc on a fait un circuit pour les touristes qui ont l'occasion de venir dans cette belle région pour découvrir à la fois ce qu'est la méthode traditionnelle, parce qu'on a toujours besoin d'expliquer un peu la technique aussi, ce que sont nos terroirs et nos cépages aussi en vin. Et puis en même temps, on veut leur faire vivre des émotions à travers ce circuit de visite également, quoi. Julien Gage, je l'avais rencontré en dehors bien sûr des caves ici, mais lui, comme d'autres artistes qu'on a fait travailler dans ces caves, ont toujours été impressionnés par ce lieu, quoi. C'est vrai que la galerie dans laquelle il a fait son œuvre en particulier est une galerie impressionnante par ses dimensions. On est dans les entrailles de la terre, forcément pour un artiste ça évoque beaucoup de choses, quoi. Donc c'est un lieu assez extraordinaire pour créer des œuvres. Quelque part on va faire un voyage au centre de la bulle et donc son œuvre est censée représenter ce voyage au centre de la bulle. Et puis, bon, il y a d'autres artistes comme Vincent Rousseau aussi également, qui a, lui, c'est un style un peu plus classique, qui a fait des sculptures, mais à base de fil de fer de vigne. Donc, voilà, nous, ça illustre un peu nos démarches. On veut que ce soit lié aussi à notre monde, qu'il y ait un lien, qu'on ne fait pas de l'art pour de l'art, on fait de l'art pour valoriser le vin que l'on produit. Les gens ne s'attendent pas du tout à ça en général quand on va... Quand on dit qu'on fait un circuit de visite dans une cave, souvent c'est assez traditionnel, on voit les vieux outils, on voit des explications sur le métier, éventuellement sur la cave elle-même, etc. Mais on ne s'attend pas à voir de l'art ou d'être interpellé par des citations sur le vin ou des choses comme ça aussi. Donc a priori il y a effectivement une réaction de surprise un petit peu et d'émerveillement également par rapport à ce qui est proposé.
Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne semaine à tous. Alors ça, c'est du dressage. Non, non, non. Ça, c'est du dressage. La jolie dressage. Encore une dernière. Allez, attention, après je vais fondre. Hein. Oui. On va me regarder comme ça, arrête. Hein. Je te mets un peu la pression. Françoise Feuillat-Jouillot est issue d'une famille de viticulteurs. J'ai failli tomber. Pardon.